Depuis plus d'un siècle, Oreo a conquis le cœur des amateurs de sucreries du monde entier. Avec leur combinaison unique de 2 biscuits croustillants et d'une crème savoureuse, son créateur a réussi à créer une tradition culinaire à part entière. Pourtant, savais-tu que la recette originale avait été copiée et que Oreo est la copie d'un autre biscuit? Aujourd'hui, on t'explique tout. Notre histoire commence en Pennsylvanie, où les frères Jacob et Joseph Loss vivent depuis leur naissance. Jacob, l'aîné, abandonne l'école à 16 ans. Il veut économiser pour ouvrir son propre magasin, et il commence donc à travailler. Quelques années plus tard, avec l'argent économisé, il ouvre son propre magasin en 1870. 3 ans plus tard, il ouvre une seconde boutique. Les affaires fonctionnent bien, mais Jacob est visionnaire et il veut aller plus loin. Il a pour objectif de s'étendre. Pour cela, il décide de racheter une boulangerie spécialisée dans les bonbons et les biscuits, dans le Missouri. Au même moment, il s'associe à son frère Joseph, et ensemble, ils créent la Loss Brothers Manufacturing Company. Les frères ont visé juste, et la boulangerie est un réel succès, qui apporte plusieurs millions de dollars de recettes à l'entreprise. Il faut savoir que cette période est marquée par la révolution industrielle. Aux États-Unis, faire des conglomérats est mis en avant par les industries, notamment celle du pétrole et du fer. L'objectif est de fusionner plusieurs entreprises pour qu'elles fonctionnent comme une seule entité, et ainsi gagner plus d'argent. Pourtant, cela n'avait jamais été fait dans l'industrie agroalimentaire. Mais les frères Loss vont changer la donne. En effet, Jacob et Joseph vont se rendre compte qu'un conglomérat peut leur permettre d'avoir une plus grande quantité de blé, mais aussi de conclure des contrats directement avec les agriculteurs. Ainsi, ils décident de créer leur propre conglomérat et proposent aux boulangeries de leur région de les rejoindre. En fin de compte, ils réuniront 35 boulangeries qui se regrouperont sous le nom de American Biscuit Company. Les frères ont vu juste, car c'est très vite une vraie réussite. D'autres boulangeries vont alors les rejoindre, mais d'autres vont aussi décider de créer leur propre conglomérat. New York Biscuit Company et United States Baking Company voient le jour. Malheureusement, très vite, les différentes sociétés se lancent dans une compétition très rude qui entraînera une chute de 40% sur les prix des biscuits en général et les plongera au bord de la faillite. Au même moment, Jacob Loss devient malade. Il décide de démissionner de son poste de président et de prendre du repos en Europe. Son frère Joseph prend alors les commandes de l'entreprise. Il veut stopper la guerre qu'il y a entre les différents conglomérats de boulangerie et leur propose de faire équipe. New York Biscuit Company et United States Baking Company acceptent, se rendant bien compte que c'est leur dernier espoir avant de voir leur société s'effondrer. Ainsi, en 1898, la National Biscuit Company voit le jour. Elle changera plusieurs fois de nom, devenant Nabisco, puis ensuite Mondelez. Malheureusement pour Joseph, cette réussite est de courte durée. En effet, il se rend compte qu'il a fait une grosse erreur en ne lisant pas l'entièreté des contrats qu'il a signés. Un d'eux stipulait en effet que l'avocat de Joseph, Adolphus Green, était le président de cette nouvelle compagnie. En effet, l'avocat a profité de la confiance de Joseph pour lui voler son business. Lui et son frère Jacob deviennent de simples membres du conseil d'administration, alors que Green, lui, est maintenant à la tête de la plus grande usine de boulangerie du pays. Jacob est en Europe quand il apprend la nouvelle. Même s'il se sent impuissant, il ne veut pas se laisser abattre. Il décide de rentrer aux États-Unis et de créer une nouvelle société avec son frère et avec un homme d'affaires nommé John Wills, la Loss Wills Company, en 1902. Au même moment, Green, l'avocat, crée une petite révolution dans le monde du biscuit. Avant, ils étaient habituellement transportés dans des barils. Cela les cassait facilement, mais aussi ils périmaient plus rapidement. Pour contrer ce problème, Green décide de mettre les biscuits dans du papier ciré et de les entreposer dans des boîtes en carton. Ce système permet de bloquer l'air et en même temps d'évacuer l'humidité. Green pourra alors développer l'entreprise en vendant ses biscuits partout aux États-Unis, mais aussi en Europe. Ainsi, les frères Loss se rendent compte que s'ils veulent concurrencer Green et la National Biscuit Company, ils doivent créer une petite révolution eux aussi et proposer quelque chose d'unique qui n'a encore jamais été vu. Les frères décident alors de vendre des cookies. À ce moment, c'est un biscuit de luxe, mais ils décident qu'ils vont le rendre bon marché. Ils veulent aussi proposer des goûts originaux pour attirer les clients dans une époque où les bonbons sont seulement au beurre et au sucre. Après plusieurs essais, ils décident de garder le cookie au chocolat, une grande première aux États-Unis. Voulant aller plus loin, ils proposent une confiserie faite de 2 cookies au chocolat et un milieu fait d'une garniture à la vanille. Sur les 2 biscuits était dessinée une couronne de laurier, ainsi que des fleurs d'Ocotea, Oreo Daphné en anglais. Le gâteau est commercialisé en 1908 et est nommé Hydrox, qui est une combinaison des éléments hydrogène et oxygène. C'est un tel succès que les ventes de Nabisco, la société de Green, baissent.
Très vite, Hydrox devient un des bonbons les plus populaires des États-Unis et sera même surnommé le roi des biscuits. Green, inquiet pour son entreprise, décide de s'inspirer grandement de Hydrox et sort un biscuit qui en est presque une copie conforme. La recette comme le design ressemblent énormément au biscuit d'origine. En 1912, Green commercialise Oreo. Petit à petit, il se rend compte qu'il n'arrive pas à faire face à Hydrox et il décide de lancer une énorme campagne publicitaire pour attirer les clients. Alors que la clientèle d'Hydrox et d'Oreo ont l'habitude de séparer les deux parties du biscuit et d'essayer de deviner sur quelle partie est la vanille, Green la transforme en tradition. C'est un pari risqué, mais c'est une réussite. Très vite, les ventes se succèdent pour Oreo et le chiffre d'affaires d'Hydrox, lui, commence à diminuer. La même année, Joseph meurt, suivi de son frère un an plus tard. John Wills, leur partenaire de travail, prend la tête de l'entreprise, alors qu'Oreo, de son côté, prend petit à petit plus de place sur le marché. Après la mort de Wills, c'est le vice-président Hanford Main qui reprend les rênes. Il décide de renommer l'entreprise Sunshine Biscuits et promeut Hydrox en mettant en avant qu'il est le produit original. De son côté, Green et son entreprise Nabisco promeut Oreo en soulignant le goût et la qualité du biscuit. Par la suite, la société va augmenter le prix d'Oreo, ce qui fait que Hydrox est alors vu comme une contrefaçon bon marché. C'est un coup fatal pour Sunshine Biscuits. Elle sera alors achetée plusieurs fois, notamment par Kellogg's, et plusieurs fois on essaiera de relancer Hydrox, mais ce sera sans succès. Pourtant, ce n'est pas la fin du biscuit. En 2015, un Américain prénommé Elia Kassoff décide de faire revivre Hydrox. Kassoff a la chance d'avoir grandi dans le milieu de la confiserie, car son père et ses oncles sont les créateurs et dirigeants de l'entreprise Live Brands. Cette société fabrique plusieurs spécialités de bonbons et de biscuits très connus aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois qu'il essaie de ramener une marque à la vie. En fait, on peut même dire qu'il en est un expert. En effet, dans les années 2000, il avait déjà commencé par recommercialiser les Astropop, ces sucettes en forme de fusée qui étaient très populaires aux États-Unis et qui pourtant avaient disparu pendant plusieurs années. Grâce à Kassoff, les Astropop ont de nouveau gagné en succès. Il compte faire la même chose avec Hydrox et décide de racheter les droits de la marque à Kellogg's. Ainsi, le biscuit renaît grâce à la société Live Brands et c'est un succès commercial. C'est ainsi que se termine notre histoire. Aujourd'hui, les deux marques existent toujours, même si Hydrox se concentre surtout en Amérique. La presse a beaucoup parlé de la rivalité entre Live Brands et Nabisco, car quand Hydrox a été commercialisé à nouveau, Nabisco, qui a été renommé Mondelez, a vu ses ventes chuter à cause de plusieurs scandales liés à la mauvaise qualité de ses produits. Mais aussi parce que la société aurait tout fait pour arrêter le retour de Hydrox. Mondelez aurait notamment essayé de cacher les produits concurrents dans des rayons de magasins, mais aussi menacé certains vendeurs. Heureusement aujourd'hui, les choses ont l'air de s'être calmées. L'histoire de la recette originale d'Oreo est captivante, et alors qu'ils sont devenus l'un des biscuits les plus populaires au monde, peu de gens connaissent l'histoire fascinante qui se cache derrière.